Mixité ou non-mixité, telle est la question qui divise les courants du judaïsme contemporain. En France, on a le sentiment de devoir choisir entre d'un côté les synagogues orthodoxes, consistoriales, où les femmes sont invisibilisées et tenues à l'écart, et d'un autre côté les synagogues dites progressistes, où la différenciation homme-femme est abolie. Et au milieu, eh bien rien du tout, ou presque. Comme si inclure les femmes dans la vie synagogale tout en maintenant la distinction des genres relevait de la quadrature du cercle. Eh bien, Liliane Vanna relève ce défi et inaugure pour la première fois en France un tel lieu de prière. Il porte le nom de Minyan orthodoxe participatif. Il se tiendra dorénavant chaque premier samedi du mois civil à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, rue Lafayette à Paris. Bonjour Liliane Vanna. Bonjour. Spécialiste en droit hébraïque, philologue et talmudiste, on vous connaît bien sur Academ. On retrouve vos cours annuellement dans le cadre de l'Université populaire du judaïsme et vous êtes accessoirement aussi fondatrice de cette communauté qui s'appelle Lecture Sefer. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste ce minyan orthodoxe participatif que vous venez de créer? Ce minyan a pour origine un groupe de prière que j'ai fondé en 2012 où les femmes montaient à la Torah comme les hommes. Dans un cadre orthodoxe. Mais les rencontres de lecture Sefer, ce groupe s'appelait Lecture Sefer dès le départ, étaient 3, 4, 5 fois dans l'année, selon les occasions, quand il y avait une bat mitzvah, ou surtout à Simchat Torah et Purim, on se rencontrait, les hommes au début, c'était uniquement les femmes qui montaient à la Torah. Par la suite, spontanément, à un moment donné, des hommes ont dit, nous aussi, nous voulons monter à la Torah. Ce n'est pas moi qui ai initié ça, c'est les hommes qui étaient présents, qui l'ont souhaité. Et je ne vous cache pas ma joie d'avoir constaté ça, parce que c'est venu du public. Ça prouve qu'il y avait une attente dans le public, qu'il y ait un certain équilibre entre les hommes et les femmes. Donc, dans ce groupe-là, j'ai souhaité modifier plusieurs choses. D'abord, que les femmes ne soient pas assises derrière les hommes. L'assise est parallèle. Donc, les hommes et les femmes sont à distance égale de la Théba. Je voulais que les femmes montent à la Torah parce que, halachiquement parlant, elles ont parfaitement le droit de monter à la Torah. Alors ça, c'est un point qu'on va redévelopper tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Et je souhaitais également qu'elles montent, mais également qu'elles lisent. Je souhaitais aussi encourager les femmes à lire la Torah. Et donc, aujourd'hui, 9 ans après, c'était en 2012, 9 ans après, je peux dire qu'il y a environ une cinquantaine de femmes qui savent lire au moins un morceau dans la Torah. Et je suis très reconnaissante à ces hommes et ces femmes qui se sont associés à cette idée, et nous répartissons maintenant les tâches entre nous pour créer cette communauté. Alors la différence, c'est que maintenant nous allons nous rencontrer régulièrement. Comme vous l'avez dit, une fois par mois au début, à chaque premier Shabbat du mois civil, mais nous avons également des activités de communauté, nous avons et nous aurons en permanence. Donc maintenant, on a régulièrement un office. Un office comme l'office orthodoxe classique. Alors là, vous venez de prononcer un mot important. On a compris l'aspect participatif. Qu'est-ce qu'il y a d'orthodoxe? Qu'est-ce que c'est orthodoxe, en fait? L'orthodoxe, c'est comme la synagogue où vous allez. Comme la synagogue, toutes les synagogues orthodoxes de France et de Navarre. Qu'est-ce qui définit l'orthodoxie? Alors là, vous m'invitez une autre fois, on parlera de la définition de l'orthodoxie. Alors, je vous pose la question autrement. Il faut mettre un S à orthodoxie, là. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que vous vous rangez, votre minyan, il s'appelle le minyan orthodoxe participatif. Oui. En quoi est-il orthodoxe? Il est orthodoxe parce qu'il fonctionne selon la halakha orthodoxe. On ne s'écarte pas de la halakha orthodoxe. C'est-à-dire, on a le même sidour, on a le même office, on a les mêmes règles halachiques, le même minyan. Voilà, tout est orthodoxe. La halakha orthodoxe, celle qui est consignée dans le Shulchan Aruch? Je vous fais remarquer qu'il y a quelques siècles qui se sont écoulés depuis le Shulchan Aruch. Oui, d'où ma question. D'accord. Ouais. Donc elle est consignée où? Donc elle est consignée, bien sûr, dans le Shulchan Aruch, bien sûr chez Maïmonide, bien sûr dans les sources encore plus anciennes, mais bien sûr aussi dans les poskim qui ont succédé jusqu'au XXIe siècle. Aujourd'hui, ce que je fais, malheureusement, n'est pas nouveau. Il est nouveau peut-être en France, mais ça existe depuis 40 ans dans le monde orthodoxe aux États-Unis, en Israël, en Angleterre et ailleurs. Donc, est-ce que
Dans ce minyan, les femmes comptent dans le minyan? Non, voilà. Et si vous comprenez ce que c'est orthodoxie, les femmes ne comptent pas dans le minyan. Le minyan est exclusivement de 10 hommes minimum. Donc en cela, nous sommes, il n'y a rien de différent avec la orthodoxe. S'il y a 9 hommes, on ne pourra pas faire chas v'chalila. On a, Dieu merci, 10 hommes. Mais là, les femmes ne comptent pas dans le minyan. Et c'est écrit clairement sur nos affiches et nos flyers. En revanche, donc les femmes, non seulement montent à la Torah, mais elles lisent publiquement à la Torah. Oui. Ça, c'est orthodoxe? Oui, d'abord ça, je le fais depuis 2012. Maintenant, on le continue. Et ça, parfaitement orthodoxe. Et j'ai un scoop, entre guillemets, pour vous. En tout cas, pour une partie du public. Dans la Baraita, qui est un texte de la même importance que la Mishnah. C'est-à-dire, c'est la loi orale. Et ce texte-là, dans le traité Megillah, dit « Hakol olin leminal shiva, afilu isha, afilu katan, etc. » Et tout le monde peut monter à la Torah et faire partie des comptes des 7 personnes obligatoires pour la lecture du Shabbat à la Torah, y compris les femmes, y compris les hommes, y compris les enfants. C'est-à-dire tout le monde est à pied d'égalité. Donc, sauf que dans ce texte, immédiatement après, on en avait déjà parlé ensemble sur laquelle terminer ce texte. On nuance ce propos. Non, monsieur, je n'ai pas terminé ce texte. Alors, finissez. Dans ce texte, si vous le lisez attentivement, on additionne les hommes et les femmes. Aujourd'hui. Et les enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence ni d'âge, ni de genre. Tout à fait. D'accord? Aujourd'hui, on les additionne pas. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, ça, c'est un fondement. Et c'est sur ce parti-là que les décisionnaires qui sont favorables à la montée des femmes à la Torah s'appuient. Ils s'appuient sur ce texte. Évidemment, il y a des évolutions. Il y a des évolutions de tout type. Parce que la suite de la phrase, c'est Aval Amru Chachamim, les sages ont dit, c'est la suite de la phrase que vous venez de citer, Isha, là on parle plus des enfants, une femme, lotikra Torah, une femme ne doit pas lire dans la Torah, Mifne, et là il y a une notion floue qui apparaît, Mifne Kavod Tzibur à cause de, vous allez me dire comment il faut traduire, l'honneur de la communauté. Oui. Ça c'est une phrase obsolète alors à vos yeux? Non, elle n'est pas obsolète. Là on a décidé, vous voyez bien d'abord qu'il y a un écart de temps entre la première partie et la deuxième partie du texte. Donc, à un moment donné, on a dit, voilà, maintenant, on va décider que les femmes ne montent pas à la Torah. Pourquoi on ne resterait pas sur cette décision? Et pourquoi on resterait? On voit bien que c'est le terme du raisonnement, là. C'est-à-dire, c'était comme ça dans un premier temps. Le raisonnement est mauvais, on peut le dire, non? Ah, le raisonnement des sages ici est mauvais. Oui. Pourquoi le premier, il est bon? Parce que le premier est un texte de la loi orale. Une braïta, donc? De la braïta. La deuxième partie est une addition plus tardive. Oui, mais qui est aussi la loi orale. Non. C'est les Chachamim, Amru Chachamim. Ah oui, mais les Chachamim, c'est le Chachamim. La Braïta, c'est aussi les Chachamim. Non, excusez-moi, là, si vous permettez, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'il faut un cours pour expliquer comment une Braïta est construite et comment elle s'insère dans le Talmud. Dans le Talmud, sur la même page, vous pouvez avoir la première ligne qui date du IIIe siècle et la troisième ligne qui date du Ve siècle. Donc, il faut savoir aussi dater les textes. Bien entendu. Maintenant, permettez-moi, je vais commenter cette phrase. Oui. On a décidé que les femmes ne montent pas à la Torah par respect pour le public. Et c'est quoi le respect pour le public? Eh bien, vous le lisez dans d'autres textes, et j'ai écrit un article là-dessus. Et il y a beaucoup d'autres articles qui ont été écrits avant moi sur la question, c'est parce que lorsque on montait à la Torah, on devait lire. C'est pas comme la personne qui monte à la Torah devait lire les passages de sa montée. Or, il s'est avéré qu'il y avait des hommes qui savaient pas lire. Et donc c'était une honte pour les hommes. C'était humiliant pour les hommes de voir des femmes savoir lire. Et des hommes qui ne savaient pas lire. Et donc, on a décidé que les femmes ne monteraient pas à la Torah. Mais ça n'a pas résolu le problème. Ce problème n'a pas été résolu, et donc on a inventé cette histoire de Baal Koré, d'une personne qui va lire pour les autres, et les autres qui vont faire juste la bracha. Donc vous ne pouvez pas vous arrêter ni au Shulchan Aruch, ni à ce texte. Il y a une évolution
d'attitude des sages de tous les siècles à l'égard de cette baraïta. Alors je vous remercie parce que vous êtes arrivé exactement là où je voulais vous emmener, puisque je vous ai posé au départ la question du caractère orthodoxe de votre démarche. Si je vous pose la question, c'est aussi parce que je vous apprends rien si je vous dis que votre démarche fait grincer certaines dents, dans l'orthodoxie notamment, parce que on vous accuse, on vous soupçonne d'être un cheval de Troie du judaïsme progressiste avec un vernis orthodoxe. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est une ânerie. Que je suis orthodoxe, tout le monde le sait, je suis spécialiste de droit hébraïque, tout le monde connaît ma rigueur, je ne m'écarterai pas des principes halachiques. Se dire cheval de Troie, on est en guerre. Le judaïsme orthodoxe est en guerre avec les autres judaïsmes. Oui. Ah bon? Considère comme des adversaires, oui. Mais alors, tout le blabla sur l'unité du peuple, l'amour du peuple d'Israël. Ça concerne le prochain. Oui, ça concerne le moi, prochain qui me ressemble, mais qui ne vous ressemble pas à vous. Moi, je ne me fais pas le porte-parole d'aucun courant. Non, mais je vous réponds, effectivement. c'est-à-dire, il y a un double langage dans cette attitude. D'un côté, on dit l'unité du peuple, l'amour du prochain, etc. Mais l'amour du prochain, c'est celui qui me ressemble et qui vous ressemble pas à vous. C'est pas le lointain. Donc, voilà, exactement. Alors, prenons un autre aspect important et qui interpelle les gens, c'est la question de la voix VOX de la femme, puisque dans votre synagogue, les femmes non seulement montent à la Torah et lisent la Torah, mais elles chantent aussi, puisqu'elles sont ce qu'on appelle Shaliach Tzibour, elles mènent l'office, officiantes. Donc, or, il y a un texte assez célèbre dans le Talmud, alors je ne sais pas si c'est une braïta ou pas, qui dit que Kol Isha Erva, c'est-à-dire qu'il y a une charge érotique à la voix de la femme. Alors, comment est-ce que vous gérez un tel texte? Et la question de Kol Isha Erva ne porte pas sur tout ce qui est chant sacré. Donc, là, c'est du sacré. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'entendre un concert d'une femme, mais si c'est du chant liturgique, ça ne s'applique plus. Je n'ai pas dit qu'on n'aurait pas le droit, parce que je ne suis pas d'accord avec cette position. Oui. Ceux qui interdisent la voix de la femme font une distinction entre le profane et le sacré, entre le chant profane et le chant sacré. D'accord. Maintenant, d'où vient cette idée? Elle vient effectivement d'un passage du Talmud qui dit Kol Isha Erva. Seulement, Kol Isha Erva est une question, alors là il faut entrer dans les détails de la langue hébraïque. Est-ce que Kol Isha Erva est un état construit ou un nom et un adjectif? Dans ce contexte académique, on dit que l'homme ne doit pas réciter ses prières ou les schémas, etc. Je n'entre pas dans les détails, en ayant à l'oreille la voix d'une femme erva. Alors, soit parce que c'est la voix tout court d'une femme erva, soit parce que c'est la voix d'une femme qui lui est erva. Qui lui est interdite à toute relation sexuelle. Par exemple, une femme mariée pour lui. Non, par exemple sa mère, par exemple sa sœur, par exemple sa fille. Il n'y a pas que la femme mariée, voilà. Donc ça c'est. Mais ce que vous omettez de dire, mon cher monsieur, c'est que le passage dit Etzva Isha Erva, le doigt. Donc il faut se mettre des gants. C'est pour ça qu'il y a écrit ça. Non, attendez, je comprends pas là. On ne voit pas les femmes justement quand on prie. C'est ça, non, ça veut dire il faut couvrir les doigts. Vous n'avez pas le droit de regarder mon doigt, d'après ce. Quand je prie, oui, quand je prie. Oui. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a une mérite ça. Enfin, on va y venir justement. On ne voit pas les femmes quand on prie. Un homme ne prie pas, en regardant une femme, même son petit doigt, effectivement. Mais ce n'est pas pour ça. Alors j'ai mal compris. Ouais. Vous dites pour ça. Ouais. Moi, je vous cite. Vous citez, et comme tout le monde d'ailleurs, c'est pas votre faute, c'est vous répétez ce que certains rabbins hostiles au chant des femmes disent. C'est un texte dans le Talmud, il faut en rendre compte. Oui, mais il y a beaucoup de textes dans le Talmud qui sont faux, qui affirment des choses fausses. Il y a des textes dans le Talmud. Pas parce que le Talmud dit faux, que Dieu m'en préserve de dire ça, mais parce que dans le Talmud, il y a des passages agadiques où on peut les sages formulent des idées, et formuler des idées est un espace libre, et ce n'est pas une contrainte halachique. Donc c'est le Talmud qui le dit, non, c'est une mauvaise manière de citer le Talmud. Qui le dit dans le Talmud? Est-ce que c'est un contexte halachique ou un contexte agadique? Donc, permettez-moi de revenir au texte. Dans ce texte, il y a une série
on déshabille la femme, on la prend de la tête aux pieds, et chaque sage ajoute quelque chose en disant ça aussi c'est herva, ça aussi il faut le cacher, ça aussi et du coup si vous faites l'addition du passage, la femme n'a qu'à porter le burqa. Alors c'est d'actualité. Alors justement, vous me tendez la perche pour mon prochain point, puisque là on est dans une question de sexualisation du corps des femmes. Oui. Dans votre synagogue, aussi avant-gardiste soit-elle. Non, elle n'est pas avant-gardiste, elle est orthodoxe avec certains changements Voilà. Pratiques. En tout cas, sur le terrain. Au niveau sociétal, c'est une révolution en France, parce que c'est la première fois. Je dis pas halachique, je dis du point de vue sociétal. Il y a donc cette mechitza. Oui. Alors mechitza, c'est une paroi qui sépare les hommes des femmes dans une synagogue. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une mechitza dans votre synagogue? Parce que dans toutes les synagogues orthodoxes, il y a une mechitza. Et pourquoi est-ce qu'il y a une mechitza dans toutes les synagogues orthodoxes? Vous le demanderez au rabbin. Bon, Pourquoi vous le demandez? là... Est-ce que vous, quand vous interrogez quelqu'un qui vient d'une synagogue qui n'est pas lecture Sefer Minyan orthodoxe participatif, est-ce que vous lui posez la question pour ça m'est jamais arrivé, mais j'aurais aucun problème à le faire. En effet, alors faites-le. Je trouve ça la halakha n'est pas une science vide. Oui. On le lit par Hachat Azinu d'ailleurs. La Torah n'est pas vide de nous. Oui. Il y a un support, il y a un fondement de sens. Quel est le sens de cette séparation qui aujourd'hui, je vous pose la question parce qu'aujourd'hui c'est choquant. Qu'est-ce qui est choquant? La non-mixité. La non-mixité entre hommes et femmes. On vit dans une société où les hommes et femmes vivent ensemble. Écoutez, les séparer, ça interpelle. Donc je vous pose la question du sens de cela. La question de la mechitza est un usage pas si ancien que cela d'ailleurs. Ah oui? Non. À quand à peu près? On ne peut pas vraiment le dater, mais je peux vous dire que Shmuel Safraï a écrit un article dithyrambique en démontrant qu'il n'y avait pas de mechitza dans les synagogues anciennes. Moi-même, qui n'arrive pas à sa cheville, dans son sillon, j'ai écrit un article d'un point de vue halachique sur la même question. En tout cas, jusqu'au 5e, 6e siècle, il n'y a pas de mechitza. D'accord. On a les preuves qu'il n'y a pas de mechitza. Après, c'est plus compliqué à démontrer. Donc, ce n'est pas une telle obligation. Cependant, oui, dans nos synagogues orthodoxes, aujourd'hui, c'est l'usage. Et il y a d'autres choses qui vous semblent, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a d'autres choses qui vous semblent aberrantes dans les synagogues orthodoxes, notamment le fait que les femmes ne montent pas la Torah. Si la mechitza vous semblait aberrante, il n'y aurait pas de mechitza dans votre synagogue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des textes talmudiques qui parlent de la séparation homme-femme. Et ce qui est en jeu là-bas, c'est quand même la frivolité. Non, excusez-moi, il n'y a pas de texte talmudique qui parle de la séparation homme-femme. Au contraire, il parle de mixité, qu'il y avait une mixité. Il y a une mixité, c'est dans le traité Souka. Oui. Il y avait une mixité, c'est un texte un peu alambiqué. Oui. C'est effectivement pas le lieu, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais on a séparé les hommes des femmes, on a essayé de savoir comment on s'y prendrait, on en venait à chaque fois à Kalout Roche. Kalout Roche, c'est la frivolité. Excusez-moi, vous ne citez pas correctement le passage. Alors allez-y. Dans ce passage-là, il ne s'agit pas de la mixité. Il s'agit d'un moment dans l'année qui est Simchat Bet HaShoeva. Au temple. Dans le temple de Jérusalem. C'est un moment où de grande réjouissance, un moment où le Talmud raconte que Rabban Gamliel lui-même, le grand Rabban Gamliel, le patriarche, crachait du feu, jouait comme les saltimbanques. Les saltimbanques que nous voyons. Il y avait une grande, comment dirais-je, de grandes festivités. Et c'est uniquement à ce moment-là, on a dit, oh là là, il y a trop de... c'est aussi une fête de pèlerinage, n'est-ce pas, le Sukkot. Et donc, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes, et on a dit, là, il y a des risques de dérapage. Et c'est uniquement, pas dans les synagogues, c'est uniquement dans le temple, à Simchat Bet HaShoeva, qui est au cours de la fête de Sukkot, c'est uniquement à ce moment-là, on dit, on va essayer de séparer les hommes et les femmes. Et là, il y a eu une tentative, une fois les hommes dehors, les femmes dedans, les hommes dedans, les femmes dehors, etc. Il y a eu plusieurs tentatives de les séparer, mais uniquement, et c'est clair dans le texte, pour l'occasion du
Simchat Bet HaShoeva. Mais avant et après, il y avait une mixité dans le temple. Et comme Shmuel Safra il l'a démontré, dans les synagogues aussi. Alors, c'est le moment où il faut que je dise quand même aux gens qui nous regardent. Moi, je ne suis pas spécialiste. Je vous interroge avec mes maigres références et connaissances. Je vous ai proposé de faire cette émission en débat. Vous avez préféré faire ça dans un second temps. On fera un autre débat. Là, vous vouliez... on peut pas commencer à présenter quelque chose moi, je n'ai pas les références. De nouveau par un débat. Il faut d'abord qu'on comprenne ce que nous faisons dans le minyan. C'est bien pour ça que nous faisons ça, mais moi, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour aller jusqu'au bout des contradictions. Non, mais vous me posez des questions excellentes, monsieur. Il y a une question qui se pose, que je me pose, c'est il y a 1,5 milliard de chrétiens dans le monde qui communient en toute mixité, sans frivolité. Est-ce que c'est pas la séparation qui crée artificiellement du désir, là où il n'y en aurait pas initialement? Effectivement, la séparation homme-femme, et je la maintiendrai, il y aura toujours une méritza. Peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, quand je serai là-haut, je regarderai en bas, ça a changé. Mais pour le moment, dans les synagogues orthodoxes, il y aura une méritza. Mais, je le dirai rapidement, la séparation homme-femme devient un vrai problème aujourd'hui dans la société orthodoxe. Je dis orthodoxe au pluriel, tous les courants confondus. C'est-à-dire parce qu'elle n'est pas matérialisée uniquement dans la synagogue, elle est un peu partout. Maintenant, vous allez dans une conférence, écouter une conférence, on sépare les hommes des femmes. Vous allez écouter un concert, on sépare les hommes des femmes. C'est du n'importe quoi. Et c'est un danger à mon humble avis, et je m'arrêterai là. Il y a tant de restrictions concernant la mixité que les garçons et les filles ne se rencontrent pas. Il n'y a pas de lieu de rencontre. Ça, c'est très grave. Et forcément, ils vont voir probablement ailleurs. Donc, nous devons réfléchir à la question de la mixité, pas dans la synagogue, mais dans la société de manière générale. Mais pour revenir à la synagogue, franchement, si les hommes juifs viennent à la synagogue pour regarder les femmes, il ferait mieux de regarder leurs chaussures. On peut considérer qu'on prie mieux, parce qu'il y a des gens qui disent ça, effectivement, je connais des gens dans le mouvement Ma Sortie, qui disent on prie mieux quand on est ensemble avec son mari, avec sa femme, que ça augmente la qualité de la prière. Je ne sais pas ce que l'on fait dans le monde Ma Sortie, leur laisse le soin de s'exprimer. Moi, je parle de la synagogue orthodoxe. N'importe quel rabbin vous dira parce que ça distrait les hommes. Ou les femmes, je sais pas, mais... Mais ils disent jamais que lorsque nous les regardons d'en haut de la galerie, ils nous distraient aussi. Alors, nous n'avons pas des désirs sexuels, nous les femmes. Non, il y a vraiment un discours complètement bizarre. Bon, raison de plus pour abolir la méritza, alors. C'est pas la peine Là, vous allez justement dans le sens de l'abolition. Non, je vais pas dans le sens de la méritza, je vais contre le discours infantilisant. Et le discours bizarre, les juifs orthodoxes vont à la synagogue, ils sont distraits par les femmes qui sont là. Parce qu'on empêche les femmes de faire un discours à la Teva. On empêche les femmes de dire une dracha. On empêche, à la Teva, sur l'estrade de la synagogue. On empêche les femmes de faire une annonce. Il y a une synagogue en France où la présidente, il y a une présidente de communauté et le rabbin de la dite communauté lui interdit de faire les annonces en tant que présidente. Elle doit faire sa liste, donner à un homme pour qu'il la dise devant les hommes. Pourquoi? Parce que, soi-disant, elle distrait les hommes. Mais c'est du n'importe quoi. Vous voulez dire, on surdétermine la charge sexuelle de choses qui, a priori, n'en ont même pas. Absolument. Une dernière question, Liliane Vanna. Est-ce que vous êtes le rabbin de cette synagogue? Rabbin? Pourquoi rabbin? Parce que de nos jours, dans le monde orthodoxe, il y a des certificats de rabbin pour femmes. Il y a la Yeshiva Maharat. Puis vous êtes à la tête de cette communauté. D'abord, aucune synagogue n'a besoin de rabbin. J'apprécie un de mes maîtres qui m'a dit une communauté a besoin de boucher. Il était rabbin. Elle a besoin d'un boucher, elle n'a pas besoin d'un rabbin. C'est clair. C'est-à-dire, il faut manger cachère. On peut, et le rabbin aujourd'hui n'a même pas,
enfin la plupart des rabbins aujourd'hui en France en tout cas, n'accomplissent pas des fonctions de rabbin. Ils font le chazan, le shliach tibour, le baal koré, ça c'est pas la fonction du rabbin. Le fait est qu'il y a des femmes orthodoxes qui prétendent, qui espèrent pouvoir occuper ces fonctions-là. Ça c'est pas, parce que vous avez de nombreux combats, vous avez beaucoup milité, ça c'est pas un de vos combats. Non, et là, il faut pas confondre les combats. Je suis tout à fait favorable à la formation de femmes rabbins. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction à ce qu'une femme soit rabbin. Mais on n'est pas sur le même sujet. Là, on est sur un autre sujet. Vous me posez la question sur la pertinence de la formation de femmes rabbins dans l'orthodoxie. Je suis non seulement favorable, mais je le soutiens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de femmes rabbins orthodoxes en Israël et aux États-Unis. Aujourd'hui en Israël, elles-mêmes mènent un combat pour qu'elles puissent avoir une fonction officielle, parce que une fois que vous êtes rabbin, on vous nomme dans une communauté et vous êtes payé pour ça. Donc on empêche les femmes. Je les soutiens de tout cœur. Dans votre communauté, il n'y a pas de rabbin. Dans notre communauté, on n'a pas besoin de rabbin parce que les hommes et les femmes participent et ils connaissent la prière. D'où le nom donc de minyan orthodoxe participatif. Cela a lieu de façon régulière tous les premiers Shabbats du mois civil à l'Écuge, l'espace culturel universitaire juif européen rue Lafayette à Paris. Il y a aussi d'autres rendez-vous plus ponctuels. Il y aura une soirée d'études pour Hoshana Rabbah, donc au milieu de Sukkot, le 26 septembre. Et aussi pour les fêtes, donc pour Simchat Torah, il y a aussi un office qui sera prévu. Et c'est l'occasion pour moi de remercier l'Écuge. D'abord de remercier Rafi Marciano qui était le premier, il y a quelques années déjà, qui m'a accueilli les bras ouverts sans aucune condition. Merci Rafi Marciano. Et je remercie son successeur Gadib Guy qui nous accueille aussi. Et merci à vous Liliane Vana, et donc bon courage pour ce projet. Merci. À une prochaine fois j'espère pour une version plus débat sur ces sujets qui sont importants et délicats. Et merci à vous pour votre attention et de bonnes fêtes de Tishri.